Bonjour, chers étudiants, merci d'être venus si nombreux. J'ai l'immense plaisir d'accueillir parmi nous, au sein de l'Université de Bôle du Sud, donc à la faculté de lettres, son Excellence, M. Pierre Lévy, ambassadeur de France en République tchèque, qui est venu en Bôle du Sud, à České Budějovice plus spécialement, pour inaugurer les Journées françaises, donc le festival des Journées françaises culturelles, dont vous a parlé tout à l'heure M. Palomar, de l'Alliance française, qui est venu donc pour inaugurer ce festival organisé par l'Alliance française, dont vous pouvez ici voir le président, M. Igor, et qui vient et qui a accepté notre invitation, c'est pour nous un grand plaisir, de venir également à l'Université de Bôle du Sud pour vous rencontrer et pour vous présenter une conférence sur un sujet européen, donc un sujet, je crois, qui nous est très cher et qui nous intéresse tous. Donc, je passe la parole à M. Pierre Lévy. Merci beaucoup pour votre accueil. Je voulais vous dire, je suis vraiment très heureux d'être aujourd'hui parmi vous à České Budějovice pour cette conférence avec un sujet qui, pour des étudiants, c'est une question de cours, comme on dit, mais j'ai volontairement choisi ce sujet assez large pour essayer un peu de vous faire comprendre comment aujourd'hui des enjeux très importants pour nous se présentent. Et pour vous parler très brièvement de moi, j'ai enseigné pendant plusieurs années, en même temps que j'étais diplomate au ministère des Affaires étrangères à Paris, et j'ai enseigné les relations internationales et les questions européennes. J'ai beaucoup travaillé sur les questions européennes, et ce que j'essayais à chaque fois, c'était de faire en sorte de vous expliquer ce qui n'est pas dans les livres, parce que ce qui est dans les livres, vous pouvez le trouver très facilement, mais essayer de vous faire comprendre comment on fait une politique étrangère, comment on se pose un certain nombre de questions, quelles sont les réponses, quels sont les doutes, et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui de manière la plus libre qui soit, c'est-à-dire en n'étant pas trop diplomate, vous me pardonnerez, mais en vous exposant un peu la manière dont je vois les choses, pour avoir eu la chance de travailler sur les questions européennes depuis très très longtemps, et en particulier d'avoir travaillé sur tout le processus d'élargissement, et donc de voir aujourd'hui, avec une énorme satisfaction, même si les choses ne sont jamais simples dans nos pays, il y a la crise économique et d'autres problèmes, de voir aujourd'hui quand même la formidable réussite de ce pays, la formidable, comme je parle mal français, vous me pardonnerez, success story de la République tchèque. Et je partirai simplement d'un constat, c'est que d'abord, nos deux pays sont ensemble dans l'Union européenne. Alors c'est pas une question que vous vous posez tous les jours, parce que on ne se pose pas tous les jours la question de l'air que l'on respire, mais c'est vraiment la réalité absolument intime, et l'appartenance à l'Union européenne est indissociable de notre vie quotidienne, et aussi indissociable de notre avenir. Parfois, je plaisante en disant à mes autorités, quand nous sommes dans des moments de doute, il faudrait un jour créer une journée sans l'Europe. Vous voyez, vous refermez les frontières, vous enlevez l'euro, vous recréez des contraintes antérieures, et vous verrez ce que penseront les gens. Et je pense qu'il y aura beaucoup de surprises, et les gens parfois se rendront compte combien tout ça est important. Et donc nous sommes ensemble, et nous sommes ensemble dans un monde qui est globalisé, mais, et c'est là je crois que le sujet est particulièrement passionnant, notre relation bilatérale, la relation franco-tchèque, la manière dont nos deux pays apprécient l'Europe, la conception de la construction européenne, qui n'est pas forcément la même, elle est elle-même le produit de l'histoire, de la géographie. Et cette histoire et cette géographie, elle n'est pas effacée par l'Europe, contrairement à ce que certains ont pu penser à un certain moment, elle n'est pas supprimée, mais au contraire, comment dirais-je, ces éléments sont revisités par l'appartenance commune à l'Union européenne. Et aujourd'hui, je crois que c'est ça qui est absolument
fascinant et parfois difficile aussi à comprendre, c'est comment ces éléments qui sont là, je pense qu'on peut être très européen et considérer qu'il y aura toujours des Tchèques et qu'il y aura toujours des Français, c'est très bien ainsi, moi ça ne me choque pas du tout, au contraire, mais comment est-ce que finalement ces éléments qui sont permanents jouent dans l'Union européenne avec pour essayer de répondre à quelques grandes questions. Qu'est-ce que nous partageons ensemble? Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? Alors, c'est vraiment le point que j'aimerais approfondir avec vous. Alors, rapidement, pour entrer après, pour parler de choses qui sont plus proches de nous, et je serai un peu allusif parce que j'imagine que vous savez tout cela, mais il y a des relations très très anciennes entre nos deux pays. La résidence de France est dans un très beau palais qui s'appelle le Palais Bucquois à Prague. Ça évoque la bataille de la Montagne Blanche, qui n'est pas forcément un bon souvenir pour les Tchèques, mais tout ça pour vous dire que c'est une famille qui venait du nord de la France. Bon, il y a toute cette histoire, il y a la guerre de 30 ans, il y a ce passé commun qui est très important. Et puis, il y a tout ce qui s'est passé au XIXe siècle, aussi avec le sursaut national. Le fait aussi, j'en parlais tout à l'heure, à l'Alliance française, que quand vous savez que la France a été vaincue en 1870-71, on a perdu l'Alsace et la Lorraine, et tout de suite, il a fallu reconstruire la France, des nouvelles élites. On a créé l'école libre des sciences politiques, Sciences Po, à Paris, maintenant, qui est dans d'autres villes en France, qui est une excellente école. Et on a créé aussi l'Alliance française, qui permettait justement de propager la culture française de par le monde en 1884. Et une des premières ouvertures à l'étranger a eu lieu en 1886 à Prague, parce qu'il s'agissait de porter la parole française en terre de langue germanique, justement, avec cette approche un peu géopolitique à l'époque. Il y a eu aussi, pendant la Première Guerre mondiale, l'exil à Paris de Masaryk, de Bénèche, qui sont les deux futurs présidents de la Première République, le fait qu'on a été les premiers à reconnaître aussi la Première République, très inspirée de la France et aussi de la démocratie américaine. Donc il y a toute une série comme ça d'éléments très très forts dans notre histoire sur lesquels je passe. Il y a aussi, il faut tout à fait le reconnaître, des pages sombres de notre histoire, et je pense bien évidemment à Munich, à la trahison de Munich, à ce drame terrible, la marche ensuite vers la guerre, et l'exil aussi à Londres de nos deux gouvernements, le gouvernement provisoire de la République française du général de Gaulle, le gouvernement en exil tchécoslovaque. J'ai visité, j'étais il n'y a pas très longtemps à Saint-Cyril-et-Méthode, à Prague, dans la crypte où les parachutistes ont été assassinés. Et on voit, il y a une photo très belle du général de Gaulle à Bénèche en train de révoquer les accords de Munich à Londres en 1942. Et donc, il y a cette histoire qui est très très forte. Ensuite, il y a bien évidemment, après le coup de Prague, il y a eu des relations franco-tchécoslovaques qui ont été très, très malmenées. L'ambassade de France a été surveillée, marginalisée. Les francophiles et les francophones non communistes ont été inquiétés. Et puis, il y a eu une période très très difficile à partir de 1951. L'Institut français de Prague a été fermé. Il y a beaucoup d'exemples tristes à rappeler. Et puis, il y a eu la révolution de velours, le président Mitterrand qui est venu peu de temps avant à Prague, la révolution de velours, et puis ensuite la reprise de nos relations bilatérales et le chemin que vous connaissez. Et donc, ce qui s'est passé en 89, moi je m'en souviens très bien, j'étais en poste en Allemagne à l'époque aussi, c'est le formidable appel d'air et qui a ouvert la voie à l'adhésion européenne, comme on dit, de Copenhague à Copenhague, parce que, comme vous le savez peut-être, vous vous souvenez sans doute que le processus a été lancé au Conseil européen de Copenhague en 1993, et l'adhésion s'est réalisée en 2003 à Copenhague aussi, et a été effective à partir de 2004. Donc c'est un processus
était long, qui avait beaucoup d'impatience, mais qui, à l'échelle de l'histoire, finalement, est très court. C'est un processus qui s'est fait en 10 ans. Et donc, on a vu tout cela comme, en quelque sorte, la réunification de l'Europe. Et Václav Havel parlait, dès 90, du retour en Europe de la République tchèque. Et je dois dire, et j'en parlais encore au déjeuner, que quand on est ici, on se rend compte de manière très, très forte, quand on est très européen, comme je le suis, combien le pays a beaucoup perdu avec ces années de communisme, ces années en fait, de séparation de l'Europe, et combien aussi nous-mêmes, à l'Ouest, nous avons beaucoup perdu, parce qu'il y a ici une part de nous-mêmes que l'on ressent très fortement. Et donc aujourd'hui, finalement, le pays a retrouvé sa place naturelle dans l'Europe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Et donc, en quelque sorte, on était dans un processus qui était surdéterminé historiquement. Et je reviens à l'histoire que j'évoquais tout à l'heure. En d'autres termes, nous n'avons pas eu à choisir à l'époque. Personne ne s'est posé la question. On s'est posé la question du rythme, bien sûr. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tel pays peut adhérer sans les autres? C'était compliqué, c'était un processus très long, il y avait de l'impatience. Mais on ne s'est pas posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Ni vous, ni nous. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on fait le parallèle avec ce qui se passe en Libye, en Égypte, en Tunisie. Il y a beaucoup d'articles dans la presse française. Lisez aussi ce qu'écrit quelqu'un que j'admire beaucoup, comme Pierre Asner, qui est un élève de Raymond Aron, un politologue français qui enseigne à Sciences Po. Et il y a beaucoup d'articles sur les parallèles 1848, 1989, 2011 et la Révolution arabe. Et on dit beaucoup, les Arabes n'ont pas de Václav Havel, et on veut les aider. Mais il y a une énorme différence, c'est qu'à l'époque, avec vous, nous savions ce qu'il fallait faire. C'était l'adhésion, c'était la perspective européenne. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose avec ces pays-là, outre toutes les questions qui peuvent se poser sur la manière dont les évolutions peuvent prendre cours. Donc vous voyez, c'est très différent. Et ce que je voulais ajouter, c'est que c'est aussi un élargissement qui était très différent des futurs élargissements. Parce que nous sommes engagés vis-à-vis des Balkans, c'est formidable, mais au-delà, d'abord, il y a la Turquie, qui est un problème une question sur laquelle je reviendrai, on peut en parler dans le débat, mais il y a aussi l'Ukraine, la Biélorussie, qui ne sont pas des pays candidats formellement à l'Union européenne, il y a d'autres pays du Caucase aussi qui peut-être seraient intéressés, je n'en sais rien, mais c'est totalement différent. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui s'est passé avec vous, le grand élargissement, c'était quelque chose qui historiquement avait un sens très fort et qui était unique. Alors, ensuite, je passe rapidement parce que vous savez, il y a eu ce cheminement à travers l'Union européenne ensemble, et puis un temps fort que j'ai vécu depuis Paris, qui était la double présidence de l'Union européenne par la République tchèque, par la France et la République tchèque, nous fin 2008 et vous au premier semestre 2009, à une époque où ce que l'on appelait les présidences tournantes jouaient encore un rôle important, puisqu'on était dans le régime qui était le régime antérieur au traité de Lisbonne, qui n'était pas encore ratifié. Et donc, il y a eu une collaboration très, très intense entre nous. Il y a eu aussi des tensions qui ont été grossies, à mon sens, par la presse. C'était une période, vous vous en souvenez peut-être, difficile. Il y avait eu, on était en pleine crise économique et financière. Il y a eu la guerre du Liban, la guerre de Gaza au début 2009. Donc, mais c'était une collaboration qui a été extrêmement intense. Alors j'ajouterais aussi, parce que c'est important, que nos deux pays se retrouvent dans l'OTAN. Vous savez que la République tchèque a adhéré à l'OTAN en 1999. La France est un membre fondateur de l'Alliance. Et en 1966, le général de Gaulle, compte tenu de son désir d'être indépendant, de ne pas d'affirmer la loi de la France, avait retiré la France du commandement intégré de l'OTAN. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait un commandement, toutes les forces il y avait des plans de bataille, parce qu'il y avait un seul schéma de conflit, qui était un conflit avec des grandes batailles en Europe,